Bonjour à tous, bienvenue sur un nouvel épisode Les Héros de la Vente. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de faire un live de nouveau. C'est le nouveau format de cette cinquième saison. Donc, j'ai le plaisir d'inviter Sylvain Lepoutre et Mathieu Germer. Sylvain, Mathieu, bonjour. Bonjour Hello. Alexandre. Donc là aussi, c'est un nouveau format. J'invite deux personnes, alors que d'habitude, c'est plus des interviews face à face. Donc, merci d'être les cobayes pour ces nouveaux formats. Avec Et plaisir. aujourd'hui, on va parler d'un sujet que je n'ai pas du tout abordé dans les héros de la vente, donc je trouve intéressant d'explorer de nouvelles voies. On va parler de YouTube, mais avant ça, je vais vous demander de vous présenter de manière originale. Je vais vous demander pourquoi les auditeurs gagneraient-ils à vous connaître. Qui veut commencer? Allez Sylvain, Sylvain? je t'en prie. Allez. Allez. Et ben, je dirais parce que, je suis quelqu'un qui adore aller creuser dans les analytics de YouTube et essayer d'aller, détricoter les algorithmes de recommandations. Donc moi, je m'en suis fait un peu ma spécialité d'aller, aider des chaînes à développer leur audience par la data, en fait. C'est vraiment, plutôt que d'essayer d'appliquer des recettes qui, parfois, on ne sait pas trop si ça marche pas, si c'est des corrélations et pas vraiment des causalités, des choses comme ça. J'aime bien aller chercher de la donnée. Je fais des études, quantitatives, qualitatives, pour aider des chaînes de créateurs, mais aussi des chaînes d'entreprises à, à décoller sur YouTube, voilà, tout simplement. Donc c'est ma grande passion. Je vis, je respire YouTube toute la journée et j'adore ça et ça me permet de rencontrer des gens incroyables. Ouais, mais d'ailleurs, j'ai découvert ta chaîne YouTube il y a quelques semaines et c'est ça qui m'a donné envie de faire cet épisode. Parce Cool. qu'effectivement, j'avais des questions sur ce format de YouTube. Donc, j'ai vu ta chaîne et je me suis dit, bah tiens, on va inviter Sylvain sur le podcast. Et je me suis rappelé aussi que Mathieu, tu avais cette expertise. Et en plus, on s'était rencontrés. Donc, je t'ai demandé aussi de venir, Mathieu. À toi la parole. Alors bah, moi un peu comme Sylvain, voilà, j'adore la vidéo, mais moi je viens plus du côté, marketing, vente et en fait, moi ce qui m'a intéressé, c'est tout de suite la relation entre la vidéo et la vente et je pense qu'en 2022, c'est difficile de faire l'impasse, sur la vidéo et donc bah, la plateforme reine quand même pour la vidéo, ça reste YouTube. Donc voilà pourquoi il faut absolument me suivre, et notamment sur LinkedIn, par rapport à Sylvain, voilà, mon terrain de jeu, ça reste d'expliquer aux entrepreneurs comment utiliser YouTube dans leur stratégie de vente et de marketing. Alors, ça tombe bien, tu me tends une perche pour la première question. En préparant l'épisode, bah, je me suis dit, la première question évidente pour ce live, c'est en 2022, est-ce que ça a du sens pour un entrepreneur qui veut vendre un service, une offre, de se lancer dans l'aventure YouTube et de lancer une chaîne YouTube? Moi, il y a quelques mois, je me disais que ça n'avait pas vraiment de sens parce que c'est chronophage et je n'avais pas ce côté YouTube business. J'ai changé un peu d'avis. Donc, je vais pas spoiler la réponse, mais voilà. Quel est votre avis sur cette première question? Quand on est entrepreneur, est-ce que ça vaut le coup de s'intéresser à YouTube? Alors, bah, j'enchaîne, hein. Alors Vas-y. souvent la question c'est: est-ce qu'il est trop tard en 2022 pour se lancer sur YouTube? La réponse est normalement non. Effectivement, YouTube c'était très bien il y a quelques années, il y avait peu de concurrence, c'était très bien l'année dernière YouTube, mais c'est très bien aujourd'hui de se lancer et ce sera très bien demain. La vidéo comme je l'ai dit, c'est un incontournable. C'est mmh, Ça prend du temps, mais j'ai envie de dire comme n'importe quelle stratégie, hein, que ça soit le blog, LinkedIn, les réseaux sociaux. Ça prend du temps, mais ça apporte des résultats et je pense que l'avantage qu'on peut avoir à se lancer dès maintenant sur YouTube, c'est que c'est un format qui va être sur du long terme. Voilà, on n'est pas sur la stratégie comme on peut être sur TikTok ou même sur LinkedIn, hein, où on est vraiment sur du court terme, où, 1 ou 2 posts, quelques vidéos, on peut tout de suite avoir beaucoup de vues. Sur YouTube, on est là pour quelques années. Voilà, c'est le conseil que je pourrais donner. N'essayez pas de vous lancer sur YouTube pour arrêter dans 2 mois. Vous allez être déçu, vous allez être frustré, parce que vous n'aurez pas les résultats. Mais aujourd'hui, avec Sylvain notamment, on accompagne des entrepreneurs qui se sont lancés il y a quelques années, qui fonctionnent toujours et qui se lancent pour certains dès aujourd'hui et qui ont des résultats. Donc non, c'est toujours le moment de se lancer, sur YouTube, et encore plus je pense, parce qu'on le voit que YouTube, pousse de plus en plus les créateurs de contenu, car en fait, il y a une concurrence énorme sur la vidéo et YouTube se laissera pas faire. On va en parler justement. Sylvain, ton avis là-dessus? Ouais, ouais, ce qui est super intéressant, je trouve, avec la plateforme YouTube, c'est que c'est justement que c'est difficile, en fait. C'est qu'en fait, il y a pas mal de vos concurrents qui vont vous dire qu'ils ont envie d'y aller, mais qui vont y aller
en trempant le gros orteil, ils vont faire 1 ou 2 vidéos qui vont arrêter et donc quelque part, il y a un gros bénéfice à être celui ou celle qui parvient à durer sur la plateforme. Parce que comme disait Mathieu, on se construit des assets, sur une chaîne YouTube. Chaque vidéo, elle va travailler pour vous pendant 1 an, 2 ans, 3 ans. Moi, j'ai des vidéos qui sont sorties il y a 10 ans qui continuent de ramener des vues, des clients, des gens qui sont intéressés par ce que je fais et donc c'est absolument génial, en fait. Chaque nouvelle vidéo, c'est une brique de plus, qui travaille pour vous en permanence. Alors oui, c'est du boulot, mais c'est un bon facteur de différenciation parce que les autres n'y vont pas et après, ce qui est assez intéressant si on reboucle un peu sur la question de la vente, c'est que, il y a un truc particulier avec le média vidéo, horizontal, je précise et long format, hein, des vidéos de 10-15 minutes. C'est qu'il y a cette espèce de magie de la télévision, du petit écran, où quand vous dites quelque chose en vidéo et que quelqu'un vous écoute, ça vous met tout de suite sur un piédestal. Et c'est quelque chose qu'on ne voit pas avec les photos sur Instagram ou les posts LinkedIn, des choses comme ça, où n'importe qui peut prendre la parole. Là, le fait qu'on apparaisse dans une vidéo, ça vous positionne comme un expert assez, facilement, en fait, assez rapidement et il y a encore énormément de place sur le YouTube professionnel, français. Quand on compare avec le YouTube professionnel américain où il y a certaines thématiques qui commencent à être bien chargées. Là, en France, on voit chaque fois qu'il y a un entrepreneur qui se dit: «Allez, je me lance sur YouTube cette année» et qui va sérieusement et franchement, il domine sa niche en quelques mois, quoi. C'est très rapide et il croule sous les demandes après ça et ça devient son job, quoi. Donc, non, non, c'est assez intéressant. Je donnerai un petit exemple, j'aime bien les exemples. Il y a une avocate, qui est spécialisée dans les droits à l'image et en termes au niveau de la photographie, donc hyper spécialisée. Elle a lancé sa chaîne YouTube, elle fait quoi? 2 000 vues par vidéo et elle fait que des vidéos sur les droits à l'image pour les photographes, vachement spécifiques et ben, elle a du business comme jamais parce que n'importe quel photographe est déjà qui se traîne sur YouTube est déjà tombé sur ses vidéos et s'il a un souci, il va contacter Joël parce qu'il sait que Joël est spécialisé là-dedans et que c'est sa niche et voilà. Donc on peut creuser son sillon aussi et aller exactement là où on veut et c'est vraiment très, très puissant dans ce sens-là. Mais effectivement, il faut réussir à embrayer au départ et il faut pas y aller à moitié, quoi. Ouais. Alors c'est vrai que moi je viens plutôt du podcast, c'est-à-dire que je suis un gros consommateur de YouTube, mais quand, il a fallu lancer, un média, je me suis intéressé au podcast parce que je trouvais ça plus simple. Il y avait pas la vidéo, pas de gérer la lumière, le montage, de la vidéo et cetera et surtout j'avais vu une stat, comme quoi des podcasts dans le monde, alors ça a dû évoluer depuis, mais il y en a à peu près 2 millions dans le monde. Et par contre, YouTube, ça se compte en centaines de millions. Je ne sais pas si vous avez une stat d'ailleurs, combien de chaînes YouTube existent aujourd'hui dans le monde? On n'a pas de stats parce qu'en fait, il y a autant de chaînes YouTube que de comptes YouTube quasiment, Ouais, surtout depuis l'apparition des shorts où en fait maintenant YouTube veut que n'importe qui devienne créateur de contenu. ouais, Donc c'est difficile à dire. Il y a 2 milliards d'utilisateurs actifs, sur la plateforme, OK. donc on peut imaginer qu'il y a 2 milliards de comptes, mais des gens qui ont posté des vidéos, qui ont déjà posté une vidéo, il y en a effectivement peut-être 100 millions. Mmh. Mais après des gens qui ont posté plus de 10 ou 15 vidéos sur un seul thème spécifique, il y en a déjà beaucoup moins. Ouais Donc ça et toi, diminue assez vite selon la progression. et toi, Sylvain, tu dis, malgré tout, il y a encore de la place pour, créer une niche, une verticale Carrément. et c'est pas tant concurrentiel qu'on peut le penser, Non, et non, toi, tu dis que ça surtout dans dépend le de milieu quoi. francophone? En fait, tout est d'une question de définir de quoi on va parler sur sa chaîne. Ouais, Demain, tu me dis: «Je vais démarrer une chaîne YouTube sur le marketing», je vais te dire: «Va falloir creuser un petit peu plus», parce que le marketing, il y a déjà 1000 chaînes YouTube qui parlent de marketing, bien, pas bien, de plein de façons différentes. Donc la question qui est intéressante, c'est sous quel angle tu vas en parler? Pourquoi c'est spécifique à ce que toi tu fais? Qu'est-ce qui est différent des autres? Et là, on va trouver un angle intéressant. Donc, ça peut être vraiment niché en disant: «C'est le marketing des grands groupes qui travaillent à l'international dans l'aéronautique». Donc là, c'est méga niché et du coup, tu auras pas grand monde sur ta chaîne. C'est peut-être pas la meilleure stratégie pour YouTube parce que YouTube va avoir du mal à trouver ton audience. Par contre, si c'est, le marketing mais vu par l'œil, de quelqu'un qui vient de la vente, et donc avec un œil critique sur tout ce qui n'est pas de la vente et cetera, ça peut être un truc, ça peut être un angle intéressant, par exemple. Ouais et le gâteau est extensible, hein, sur YouTube, hein. Ça, on l'oublie souvent, mais chaque personne qui a un hobby, qui a une passion, qui se renseigne sur un sujet, est prête à aller voir plusieurs acteurs, de YouTube, plusieurs créateurs, en fait. Donc, je pense encore une fois qu'il y a de la place, il y a encore beaucoup de place sur le YouTube français et ce qui va faire la grosse différence, mais c'est sur comme dans n'importe quel réseau social, c'est qui tu es aussi, quel angle, comme disait Sylvain, quel angle tu vas amener. Donc, voilà, il y a de la place pour soi-même, en fait. Donc il faut pas hésiter, il faut pas avoir peur.
Encore une fois, ce sera pas facile, mais le gâteau, il est à l'infini et tant qu'on prend du plaisir à créer de la vidéo, à partager de la connaissance, je pense qu'on est prêt à aller sur YouTube. D'accord. Puis Pour... on Ouais, vas-y, on voit aussi parfois des niches qui apparaissent et qui s'agrandissent parce qu'il y a des bons des bons créateurs YouTube. Ouais. Je te donne un exemple tout bête. Si tu prends Shubham Sharma, qu'on peut-être beaucoup connaissent si on traîne sur LinkedIn. Il a amené la niche productivité / Notion sur le YouTube francophone, qui était très peu occupé jusqu'à présent. Et maintenant qu'il y a beaucoup de gens qui se sont intéressés à ce sujet-là grâce à Shubham, bah, il y a d'autres créateurs qui se disent: «Bah, tiens, moi aussi je vais apporter un angle là-dessus» et finalement, ça fait ça génère beaucoup de visionnage et beaucoup de durée de visionnage sur ces thématiques-là, là où il n'y en avait pas il y a 1 an, tout simplement parce que beaucoup de gens n'étaient même pas au courant que cette thématique était intéressante. Maintenant qu'ils sont intéressés, ils en veulent plus et donc d'avoir d'autres créateurs qui viennent apporter d'autres points de vue, c'est intéressant. Donc c'est extensible en fait tout ça, c'est ça qui est assez intéressant et la plupart du temps, la notion de concurrence s'applique pas vraiment sur YouTube, voire même parfois ça peut être plus intéressant d'appeler ceux qui vous semblent être vos concurrents et de dire: «Ça te dirait pas qu'on fasse des vidéos ensemble?» parce que c'est généralement ça fait un effet boule de neige encore plus intéressant. Ok, très bien. Bah, écoutez, merci pour cette intro. Avant de rentrer dans le vif du sujet de comment bien lancer sa chaîne YouTube, je voulais finir la parenthèse sur la partie podcast. On a eu une actualité avec YouTube et le podcast il y a quelques semaines. Alors moi, en même temps, j'étais en train d'uploader tous mes épisodes de mon podcast sur YouTube. Donc je ne sais pas si j'ai bien fait. Est-ce que vous pouvez nous dire quelques mots là-dessus, pourquoi YouTube se lance sur le podcast et nous, en tant que créateurs de podcast, on doit s'attendre à quoi? Vas-y Sylvain, ça, je sais que tu as Ah, envie. je Je te connais, tu as envie. Ouais. Déjà, avant que YouTube fasse cette annonce, YouTube était déjà la plateforme numéro 1 pour consommer du podcast dans le monde, en fait. Ouais. On s'en rend même pas compte, mais Non. effectivement, la plupart des alors c'est pas d'une grosse marge, hein, mais la majeure partie des écoutes de podcasts se font dans un petit onglet YouTube ouvert dans un navigateur quelque part pendant qu'on fait autre chose. Donc YouTube est juste en train d'accélérer là-dessus. Donc pour ceux qui n'ont pas suivi la news, c'est que YouTube a lancé une page spécialement dédiée au podcast aux États-Unis. Ça va arriver ensuite ailleurs dans le monde dans quelques temps. Ils ont lancé des systèmes pour qu'on puisse faire de l'écoute tout en faisant autre chose, y compris sur son smartphone. Donc Ouais. l'idée, c'est que ce soit vraiment une tâche de fond et qu'on puisse voilà, vraiment faire une écoute de podcast. Ok. Là où c'est intéressant, c'est que le podcast, c'est des contenus longs. Bah, tu connais bien, Alexandre. C'est des contenus longs pendant lesquels on peut vraiment aller au fond des choses. Et pour faire connaître ses valeurs, faire connaître ses services à des clients, c'est génial. Il n'y a pas mieux que du podcast ou des longs lives. Donc ça ne m'étonne pas du tout que YouTube ait envie d'aller là-dessus parce que c'est un outil qui est assez puissant. Donc ouais, voilà, non, c'est un super outil. Après, je sais pas si ce que tu veux savoir. Est-ce que tu veux qu'on te donne la recette secrète pour faire exploser un podcast sur YouTube Déjà, est-ce que c'est une bonne idée de prendre ces épisodes de podcast, tu vois, moi j'en avais une centaine, et de les mettre sur une nouvelle chaîne YouTube, par exemple, que j'ai créée il y a 2 semaines, où tout de suite, Oui. du coup, j'ai 100 vidéos, mais forcément, au début, ça va faire quelques vues. Et est-ce qu'on a des questions d'algorithme qui repèrent que c'est pas vraiment de la vidéo, c'est plutôt un format audio qui a été mis en Ouais. MP4? Est-ce que ça, YouTube Alors ça, apprécie ou YouTube, pas? ouais, YouTube détecte ça. YouTube Ouais, détecte que c'est du format audio. On a même un moyen maintenant de savoir dans les analytics Mhm. le nombre de personnes qui ont que écouté la vidéo et pas regardé. d'accord. Ça va jusqu'à ce niveau-là dans les données. Et donc oui, tu fais bien déjà de le mettre sur une autre chaîne parce que c'est un format qui est très différent souvent d'une chaîne principale. Tu vois, le coin des youtubeurs, il y a des vidéos type YouTube et on a notre podcast avec Mathieu qui s'appelle Code YouTube, on l'a mis sur une autre chaîne. On le met pas sur la même chaîne parce que c'est des audiences, un peu différentes et des façons de consommer différentes. Et alors après peut-être la pratique est peut-être pas parfaite dans ce que tu as fait, c'est de tout uploader d'un coup et de tout publier d'un coup. Moi, j'aurais fait peut-être 1 par semaine. Alors si tu en as 100, peut-être 2 ou 3 par semaine J'en ai pour fait 5 par jour. ah waouh! Là, ça fait beaucoup. M'étonne un peu de quelqu'un qui te découvre et qui s'en prend 5 épisodes de 3/4 d'heure, Non, ça fait je pense beaucoup que pour lui. 5 la première semaine, c'est bien, parce que Et si quelqu'un te découvre grâce à YouTube, il va pouvoir en enchaîner quelques-uns. 5 par jour, tu Ça laisses fait pas le beaucoup, ouais. temps. Ouais, tu laisses. Mais bon, c'est fait. En fait, vous allez me dire si c'est une bonne stratégie, hein, et puis comme ça, les entreprises ou les entrepreneurs qui nous écoutent vont peut-être pas faire cette erreur ou pas. Mais je me suis dit,
c'est pas forcément le nombre de vues qui m'intéresse ou de followers, c'est plutôt utiliser YouTube comme un outil de référencement, puisqu'on sait qu'après Google, c'est YouTube qui est le plus gros moteur de recherche dans le monde. Et je me suis dit, en mettant tous ces sujets sur la vente dans YouTube, quelqu'un qui va taper demain le sujet vente va tomber sur les héros de la vente. Est-ce que j'ai bien réfléchi, bien visé, ou je suis complètement à côté de la plaque? Alors, c'est un sujet qui est très compliqué, c'est pour ça que, que Sylvain me regarde bizarrement. Alors, effectivement, YouTube est le deuxième moteur de recherche, mais alors moi, c'est mon point de vue. Hein. Alors, le reste, voilà, chacun en voit ce qu'il veut, mais moi, je ne pense pas qu'il faut utiliser YouTube comme un moteur de recherche. En tout cas, il faut pas imaginer sa chaîne en étant seulement comme un outil SEO. comme Ouais. un outil SEO. Voilà. Je pense plus que YouTube, et c'est là où on a les meilleurs développements. On va parler en tant que développement de chaîne, ça fonctionne plus sur la découverte. On est là pour être découvert et non pas pour être recherché. Alors, quoi qu'il arrive, ta description, le titre que tu mets va t'aider dans le fait d'être découvert par de la recherche. Mais c'est vrai qu'avec Sylvain, on a plus, on voit plus vraiment ce podcast vidéo plus comme de la découverte, et donc on va reprendre plus des codes de vidéos YouTube plutôt que des codes SEO et podcast où là on est sur la recherche. C'est-à-dire que par exemple, nous, on va travailler pas mal le rythme de la vidéo, mais aussi la miniature. Parce que YouTube, ça reste toujours quelque chose d'assez visuel au départ pour se faire découvrir. Donc, à voir dans l'avenir si ça change, s'il y a un algorithme, ça Sylvain, tu vas me dire, s'il y a un algorithme spécial qui va sortir pour les podcasts. Mais je pense qu'au départ, il faut vraiment miser sur de la découverte visuelle et après intéresser les gens par ce qu'on dit dans nos épisodes vidéo, podcast. D'accord. Ouais. Et Ouais, pour le SEO, ce que tu peux faire éventuellement, c'est faire des chapitres. Donc chapitrer tes épisodes de podcast. Ça, c'est assez utile parce que chaque chapitre sera référencé indépendamment. Et donc YouTube pourra recommander juste le chapitre qui commence à 28 minutes de ta vidéo parce que ça correspond exactement à ce que la personne cherchait. Donc pourquoi pas. Après, la plupart du temps, c'est vrai que je vois mal beaucoup de podcasts réussir en recherche, dans la mesure où souvent, si je recherche, par exemple, je sais pas moi, tu parles d'une technique de vente, je dis n'importe quoi, la technique ninja, je connais pas, et que tu en as parlé dans un épisode de podcast, bah, j'ai probablement à côté 5 vidéos YouTube hyper dynamiques qui vont me donner tout de suite ce que je veux, et à ouais. côté un épisode de podcast de 28 minutes ou de 45 minutes. Je vais généralement plutôt cliquer sur les vidéos de 6-7 minutes qui vont être beaucoup plus directes et rentrer dans l'action. Donc même si YouTube arrivait à reconnaître que ça répondait à cette requête, je suis pas sûr que les utilisateurs eux-mêmes iraient cliquer dessus tant que ça. Donc effectivement, le plus intéressant, c'est plutôt d'essayer de se faire découvrir en tant que podcast pour que les gens se disent: «Mais il est génial ce podcast, je veux écouter tous les épisodes qui viennent par la suite». C'est plutôt là où c'est intéressant, en fait. Et là, on a Ok. plein d'astuces et on est en train de tester beaucoup de choses. On est en train de monter en compétence avec nos propres podcasts justement pour vraiment trouver ce qui permet de déclencher cette viralité sur les podcasts sur YouTube. Alors, on a déjà des résultats sympas pour certains clients, mais ouais, comme c'est un truc qui arrive très très fort sur YouTube, on veut être bon là-dessus. Ok. Alors, tu as parlé, Sylvain, de format dynamique, punchy, etc. Ça m'a tout de suite fait penser à TikTok et le format short. Alors, je me suis dit, on va en parler tout à l'heure, mais pourquoi pas en parler tout de suite? C'est un peu comment évolue cette plateforme YouTube aujourd'hui, parce que j'ai l'impression, moi, encore une fois, je suis gros consommateur YouTube, c'est que YouTube se lance dans le game du short, donc c'est de la vidéo courte, impactante à la TikTok. Et là aussi, il y a pas mal d'actualités en ce moment. Euh, donc voilà, on va expliquer comment peut-être avoir une stratégie sur YouTube, mais j'ai l'impression que quand aujourd'hui on veut lancer une chaîne YouTube, il ne faut pas négliger ce format court de short. Est-ce que vous pouvez nous dire quelques mots là-dessus? Oh bah, Sylvain, c'est l'exclu française des news short. Donc je t'en prie, Sylvain, allez. Bah, il y a des trucs que je peux pas encore annoncer malheureusement, mais il y en a d'autres que je peux annoncer depuis la semaine dernière. Donc ouais, non, les shorts de toute façon, alors pour YouTube, c'est énorme les shorts. Pour une raison assez simple, c'est assez simple à comprendre. YouTube aujourd'hui domine le marché de la vidéo, longue ou semi-longue, on va dire, la vidéo entre 10 minutes et 1 heure. YouTube domine largement ce marché-là. Donc, d'où vient le problème? Bah, TikTok, effectivement, avec ses formats très, très courts. Dans une très, très moindre mesure, Twitch avec les formats longs,
Voilà, mais ça, c'est Ah oui, pas c'est un vrai. trop gros problème pour YouTube. Par contre, TikTok arrive avec son rouleau compresseur. Donc, aujourd'hui, chez YouTube, ils ne parlent que de shorts. Il y a que ça qui compte pour eux, parce qu'ils veulent, bouffer TikTok, ou ils veulent en tout cas leur faire peur le plus possible. Et donc maintenant, ils apportent de la monétisation beaucoup plus importante que sur TikTok. La découvrabilité est pas mal sur YouTube, elle est différente de TikTok, beaucoup moins virale dans les premières 24 heures, mais beaucoup plus sur le long terme, donc on a des courbes assez intéressantes. Donc les shorts, c'est vraiment, vraiment pas mal, hein, en Et, termes d'opportunités. Et comme tu le disais effectivement, Alexandre, c'est une très bonne méthode pour se faire découvrir au début. Donc ne regardez pas ce que font les très grosses chaînes. Les très grosses chaînes, souvent, vont faire une chaîne secondaire pour mettre leurs shorts. Eux, ils ont plus besoin d'être découverts. Tout le monde les a déjà vus une fois ou deux. Enfin, tout le monde est déjà passé sur leur contenu. Quand au début, vous voulez vous faire connaître, utiliser les shorts sur votre chaîne principale, c'est vraiment un bon moyen, que YouTube vous distribue un peu au hasard et que des personnes au hasard tombent dessus en disant: «Ah mais trop bien ce que dit Alexandre, j'ai envie d'aller voir sa chaîne, je vais aller voir ses vidéos». Donc, ouais, c'est une bonne méthode à utiliser au début de sa chaîne. Faut faire attention parce que ça peut être très grisant, parce qu'on va souvent avoir, des fois des vidéos qui vont très, très bien marcher, qui vont cartonner, mais gardez en tête qu'une vue short, ça ne vaut pas une vue sur une vidéo de 10 minutes, ça n'a rien à voir. Une vue short, on a titillé un tout petit peu une personne pendant quelques secondes, alors qu'une vue sur une vidéo YouTube de 10-15 minutes, on a parlé à quelqu'un pendant 5-6 minutes, il nous a écoutés, il a compris, il a entendu le timbre de notre voix, il sait quelles sont nos valeurs, ça va beaucoup, beaucoup plus loin. Donc, je vois des créateurs aussi qui se font griser un peu et qui se disent: «Ah mais les shorts ça marche tellement bien», ou les TikTok, hein, pareil. Voilà, j'ai vu beaucoup de gens qui démarraient sur YouTube, qui galéraient un peu, qui disaient: «Bon, alors je vais créer un TikTok». Sur TikTok, pouf, ça a démarré à toute vitesse et je les vois 6 mois après qui disent: «Bon, maintenant que c'est sérieux sur TikTok, j'ai envie de durer dans le temps, donc je vais revenir sur YouTube et faire ça bien sur YouTube». Et donc souvent, voilà, TikTok, c'est une parenthèse. Il continue toujours un petit peu, mais le plan de carrière, il n'existe pas sur TikTok, en fait. C'est là que c'est compliqué. C'est que le plan de carrière, il est toujours sur YouTube à la fin. Mmh. Donc souvent, ils auraient peut-être eu intérêt à persévérer un peu sur YouTube et essayer de décoder plutôt YouTube, plutôt que d'aller Alors, sur les formats courts aussi. je rebondis là, il y a une très bonne question dans le chat de Céline qui nous demande si la bonne stratégie, c'est de lancer une chaîne YouTube et d'alterner des shorts, vidéos longues et podcasts. Alors, je dirais que les podcasts, je les mets vraiment à côté. On le voit, on l'a vu avec des clients ou on l'a vu avec Sylvain sur des audits qu'on a fait. Quand vous avez une chaîne qui fait des shorts et des vidéos et qui se met à faire des podcasts, c'est compliqué pour l'audience. L'audience va venir pour des vidéos avec un certain format, un format de 10-15 minutes. Si vous mettez un podcast derrière de 40 minutes, bah, la personne ne va pas trop comprendre et c'est pas ce qu'elle est venue chercher. Par contre, oui, aujourd'hui, je pense que la bonne façon de lancer une chaîne YouTube, ça va être d'alterner des shorts pour de la découvrabilité. Comme le disait Sylvain, on n'est pas là pour expliquer des choses dans un short. TikTok, c'est pareil. On est là pour titiller un peu la curiosité de la personne qui va arriver sur notre vidéo et lui donner envie d'en savoir plus. Et en savoir plus, bah, c'est de faire du contenu format long, de 10-12 minutes, où on va pouvoir vraiment rentrer dans un sujet ou dans plusieurs sujets. Et je pense qu'aujourd'hui, en 2022, c'est ce qu'il faut faire. Et si je dis pas de bêtises, alors je ne sais pas si Sylvain pourra nous répondre, mais il se dit, et ça a été annoncé il y a quelques temps, que bientôt, on va avoir les deux algorithmes qui vont se mélanger. Je m'explique. Aujourd'hui, vous avez un algorithme short. Donc, c'est-à-dire que plus vous regardez des shorts d'un créateur de YouTube, plus YouTube va vous montrer les prochains shorts. Et après, vous avez un algorithme pour la vidéo longue qui ne sont pas encore totalement reliés. Par contre, dans l'avenir, si je dis pas de bêtises, les deux vont se joindre. Donc, c'est-à-dire que si les gens vous découvrent grâce à des shorts, YouTube va aussi vous montrer les vidéos longues de ce créateur. Donc, on va pouvoir vraiment, mais vraiment créer des stratégies. On va pouvoir créer des stratégies pour des entrepreneurs grâce à la découvrabilité des shorts et d'aller plus loin dans des sujets grâce à des vidéos longues. Donc, moi, je trouve ça parfait. Et pour moi, je vois un autre avantage avec les shorts, ça va être de pouvoir tester des idées, des sujets. Aujourd'hui, le problème d'une vidéo YouTube, ça peut prendre du temps de travailler dessus, du montage, le tournage, le script. Et quand on a un format qui fonctionne plutôt bien, on a peur d'en sortir parce qu'on a peur de perdre son audience. Le fait d'avoir des shorts et de dire en 1 minute, je pitch une idée, je pitch un sujet, je vois est-ce que ça prend, ok, ça prend, ok, parfait. Je vais pouvoir lancer derrière une vidéo plus longue sur YouTube. Donc voilà, encore une fois, je ne vois que des avantages à aller sur YouTube et alterner short et vidéo longue.
Ouais, bah, écoutez, je vous ai, posé un peu ces questions-là sur, à la fois la stratégie podcast, la stratégie short de YouTube, avant de commencer par les fondamentaux, c'est-à-dire, Ouais. comment on fait quand, pour lancer une chaîne YouTube. D'ailleurs, on a une question dans le chat là-dessus. Comment on fait pour créer ses premières vidéos? Donc on va reprendre un peu les choses, simplement, voilà, vous avez un entrepreneur qui vous s'adresse à vous, Sylvain et Mathieu, et qui vous dit: «Voilà, moi je crois en YouTube et je veux me lancer et quitte à faire des vidéos, quitte à faire de la pub, je ne sais pas comment me lancer. Voilà, quels sont, on va dire, les premiers fondamentaux à avoir quand on veut profiter de la manne de YouTube pour avoir une audience et donc pour vendre en fait ses services et son offre? Allez. Qui veut se lancer? J'aime bien comment il dit ça. Quelles sont les premières choses à Allez, poser Sylvain. sur, au moins sur papier? Alors, on va reprendre un petit peu les grandes idées qui traînent souvent et qui sont pas forcément toujours les bonnes. Le matériel, a que très, très peu d'importance. Prenez votre smartphone, une webcam avec un bon éclairage, ça permet déjà de faire les premières vidéos. La chose qui sera éventuellement importante, le premier investissement, c'est un micro, pour avoir un bon son, parce que c'est très important d'avoir un bon son en vidéo. Donc tous ceux qui font des podcasts, ils ont déjà cet avantage-là, incroyable. Donc ça y est, Alexandre, tu es prêt, toi, tu peux lancer ta chaîne YouTube, il y a pas de problème, on y va en face cam et tout. Donc voilà et c'est tout, il y a pas besoin de plus que ça. Après, peut-être après quelques temps, quand vous verrez que ça vous convient et que vous voulez continuer ça sur le long terme, vous achèterez ensuite une lumière, une bonne lumière pour arrêter de dépendre de la lumière extérieure et après peut-être un jour vous achèterez une caméra, mais c'est vraiment un truc qui arrive loin. Hem, N'investissez pas des milliers d'euros, non, pour non. commencer. Ouais, c'est souvent l'erreur Ensuite en que font termes les créateurs de de contenu, ouais. C'est C'est d'acheter pour alors d'abord la caméra qui va coûter, deux ouais, mille mais euros. quand on creuse, c'est une fausse excuse. Ouais. Ensuite, en termes de stratégie de contenu, la chose primordiale au début, c'est vraiment de prendre le temps de se poser et de trouver quel va être son élément différenciant, son branding. Hem, Vraiment, c'est le truc qui est fondamental, ne pas débarquer en disant: «Ah bah, j'ai envie de parler de je vais faire une chaîne qui parle de vente». Mais pourquoi? Pourquoi on suivrait cette chaîne-là? Qu'est-ce qu'elle a de spécifique? Quelle est sa vision de la vente par rapport à tous les autres trucs qui existent, tous les contenus qui existent sur la vente? Donc trouver ce fameux angle, ce fameux prisme et c'est un truc qui peut être un petit peu difficile. Donc pour ça, il y a des formations qui existent qui peuvent être très bien, mais vous pouvez aussi le tâtonner et finir par le trouver vous-même. Hem Et ensuite, une fois qu'il y a ça, bah, il y a qu'une chose à faire, c'est de se lancer. Vos premières vidéos seront pourries. Dites-vous que personne ne les verra au début en général, hein, sur YouTube. On n'a pas trop, le gros boost qu'on peut avoir sur TikTok au démarrage. Donc dites-vous que personne ne les verra. Dites-vous qu'au pire, vous pouvez les mettre en non répertorié plus tard si vous en avez honte. Mais moi, j'ai honte de mes premières vidéos. Tout le monde a honte de ses premières vidéos, mais c'est pas grave, ça fait partie du chemin. Et en fait, à chaque vidéo, vous allez apprendre des trucs. Mais c'est vrai que c'est long et il faut aimer un petit peu le process parce qu'on doit apprendre des tonnes de métiers. On fait le même boulot qu'une chaîne de télé, mais tout seul. Donc, il faut apprendre à écrire, il faut apprendre à faire une ligne éditoriale, il faut apprendre à tourner, il faut apprendre à monter. Enfin voilà, ça fait beaucoup de choses. Et si vous êtes un entrepreneur ou un chef d'entreprise très occupé, dans ce cas-là, il y a des boîtes qui peuvent vous accompagner. Notre boîte fait ça, c'est-à-dire qu'on fait en sorte que, vous puissiez, juste vous concentrer sur le tournage. Ça, par contre, c'est l'indispensable. Il y a des boîtes, des boîtes de com qui vont aller, embaucher des acteurs pour faire des vidéos YouTube à votre place, mais ça se voit comme le nez au milieu de la figure et ça marche pas. Faire des web-séries, tout ça, c'est un peu terminé. Mais on peut, voilà, vous pouvez avoir des gens un peu comme nous qui vous font on fait l'analyse des vidéos, on vous aide à faire les scripts, à trouver les titres de vidéos, on vous fait les montages, on vous fait la publication, on fait tout le truc et donc vous n'avez qu'à vous concentrer que sur votre partie, là où il y a votre plus grosse plus-value, qui est la partie présentation et articulation un petit peu de tout ça. Et après, voilà, c'est vraiment tester, expérimenter. Je dirais la dernière erreur qu'on voit beaucoup chez les entrepreneurs, c'est de se dire: «OK, je vais faire des vidéos qui seront dans ce format-là, elles feront toutes 6 minutes, elles vont commencer comme ça, je vais me présenter, je vais demander aux gens de s'abonner et cetera» et d'en faire en batch, 20 ou 30 d'un coup et de toutes les publier petit à petit et en fait, finalement, ces vidéos se ressemblent toutes et donc si vous avez fait une erreur, ce qui est très probable, hein, qu'il y ait des erreurs de structure de vidéo dans votre construction, bah, vous allez la reproduire sur 6 mois. Et pendant 6 mois, vous n'aurez aucune vidéo qui va fonctionner parce que vous avez, reproduit ces erreurs. Donc le mieux, c'est de faire une vidéo à la fois et à chaque fois de changer des trucs. Tiens, ça n'a pas Mmh. marché, je vais tenter une intro complètement différente. Ah, mon titre était peut-être un petit peu trop gentil, je vais essayer un titre complètement différent et voir un petit peu et s'adapter au fur et à mesure. Ouais, un conseil que je pourrais donner à tous ceux qui veulent se lancer, n'essayez pas de reproduire les formats qui fonctionnent pour les gros de votre domaine.
Ça, c'est la pire erreur. Quelqu'un qui s'est lancé il y a 5, 6 ans a bénéficié déjà de plus d'années d'expérience que vous, a une communauté qui le suit. Aujourd'hui, il y a certaines choses à respecter, quand on veut, développer une chaîne sur YouTube et c'est pas du tout en copiant, ce que font, les plus gros. J'ai même envie de dire, allez chercher des petites chaînes, qui sont peut-être pas dans votre domaine, mais qui, eux, appliquent vraiment la bonne méthode, pour réussir de bonnes vidéos. Déjà, à la base, je pense que toute personne qui veut se lancer sur YouTube doit avant tout se dire: «C'est quoi une bonne vidéo?» Voilà. Qu'est-ce que c'est une bonne vidéo? Qu'est-ce que c'est une bonne vidéo pour mon spectateur, pour mon audience, pour ma cible? Qu'est-ce que c'est une bonne vidéo pour YouTube? Voilà, moi, c'est ce que j'apprends souvent, en formation. C'est vraiment de se poser ces 2 questions-là et de se dire qu'une bonne vidéo, ça commence par un bon sujet qui n'a pas été traité 15 000 fois ou en tout cas où vous avez un angle, vous avez quelque chose qui va se différencier. On reparle un petit peu de Shubham Sharma. Il fait des vidéos sur la productivité, le no-code. À quoi ça enfin, pourquoi le spectateur irait voir ma vidéo si je dis exactement la même chose que Shubham? Il y a aucun intérêt. Si je dis pareil et que j'ai pas quelque chose qui sort du lot, ça ne sert à rien. Donc premièrement, trouver le bon sujet, le bon angle. Deuxièmement, bah, une bonne vidéo, ça commence par cliquer dessus et ça avec, Sylvain, c'est quelque chose qui est très récurrent. Votre miniature, votre titre, c'est très important. Vous pouvez faire la plus belle vidéo possible, un super montage dynamique, embaucher un monteur qui va vous coûter 3 000 € par vidéo. Si personne ne clique sur votre vidéo, ça ne sert à rien. C'est comme écrire un article de blog. Si vous n'avez pas un bon titre, personne ne va lire votre article de blog. Donc voilà, déjà, pour commencer, posez-vous ces bonnes questions. Et après, comme il l'a dit, Sylvain, testez, testez et testez. Oui, d'ailleurs, la miniature, c'est vrai que c'est quelque chose, par exemple, moi, je ne fais pas du tout attention. Bon, je suis au début, mais ça apparemment, quand je vous entends, ça a l'air vraiment important. C'est ça qui va apporter le clic. Donc là, quand vous accompagnez Ouais. des clients, vous insistez sur cette fameuse miniature. On ne Ouais. fait pas que insister. C'est en fait. Aujourd'hui, Vas-y. dans nos prestations, en fait, avec toute personne qui veut, se lancer sur YouTube ou qui est déjà sur YouTube, hein, on a aussi des clients qui sont déjà depuis des années. En fait, dès le départ, avant n'importe quel tournage, on va dire: «OK, de quoi va parler? OK, imaginons un titre, imaginons une miniature» et en fonction du titre et de la miniature, on va leur donner des conseils sur le tournage et sur tout le reste de la vidéo, en fait. En fait, le titre et la miniature, c'est le facteur qui va nous aider à, dès le départ, se dire: «OK, cette vidéo peut plaire». Voilà, donc voilà, on ne fait pas juste leur donner des conseils, on leur dit presque ce qu'ils vont devoir mettre dans la vidéo par rapport au titre et la miniature qu'on a trouvé. Je sais pas Très si bien. c'est clair? Ouais, très, très clair. Et que répondez-vous à, par exemple, un entrepreneur qui est très pressé, qui ne veut pas s'embêter à prendre le temps, en fait, de construire sa chaîne YouTube et d'ailleurs qui ne veut pas forcément se montrer? Vous lui proposez quoi? Plutôt de faire de l'Ads sur YouTube ou il y a d'autres solutions? Alors, Bonne bah, question. Vas-y, vas-y si tu une, non, alors, avec Sylvain, honnêtement, on va y aller direct, on n'est pas, dans des stratégies, d'ad. En fait, on pense que l'organique, le vrai, l'authentique suffit à créer de bonnes chaînes YouTube. Bon, en tout cas, c'est notre vision, mais c'est vraiment un point important, surtout quand on démarre, en fait. Je trouverais ça un peu, ce serait totalement faussé et encore une fois, ce serait juste pour de la vanity metrics, se dire: «Waouh, j'ai une vidéo qui vient de faire, 4 000 vues». Mais au final, après, en plus, c'est perfusé à l'ad. Des chaînes comme Ouais. ça qui commencent dès le départ avec de la publicité, après elles sont perfusées à la publicité parce que elles ont besoin d'avoir de la publicité pour faire des vues et elles se remettront même pas en question de savoir comment faire des vraies vues qui va apporter des vrais clients, une vraie audience. Donc, et Sur les ads, il y a excuse-moi, je t'ai coupé, vas-y. non, non, mais vas-y, je t'en prie. Sur les ads, il y a plusieurs choses. Alors, faire des ads pour développer son audience, ça marche pas. Ça, on l'a vu chez plein de clients qui ont payé beaucoup d'ads YouTube pour avoir des nouveaux abonnés, des choses comme ça. Ça marche, hein, mais ça coûte très cher pour 0 résultat. C'est-à-dire que les gens vont s'abonner, puis ils seront de toute façon pas intéressés par le contenu à la base. Ce que ça veut dire, c'est que les algos de recommandation de YouTube sont très bons et donc si aujourd'hui vous n'avez pas assez de gens qui regardent vos vidéos, c'est pas parce que, YouTube est mauvais, c'est simplement que vos vidéos sont pas suffisamment intéressantes pour les gens. Donc vous pouvez les pousser auprès de plus de gens,
vous allez gagner quelques petits abonnés ici ou là, mais les gens vont finir quand même par se lasser de vos vidéos parce qu'elles ne sont pas suffisamment intéressantes pour eux. Donc ça, c'est une première chose. Après, je vois 2 types d'entreprises qui sont intéressées, qui sont intéressantes pour les ads. Il y a ceux qui ont un truc à vendre très rapidement en direct, des petits trucs, un petit gadget à vendre à 10 balles, une petite formation à 50 €, des machins comme ça. Ça, c'est des trucs qui peuvent marcher parce qu'il y a des tunnels de vente derrière, et cetera. Donc on n'est pas d à la limite, c'est quelqu'un qui pourrait juste dire: «J'utilise YouTube comme canal d'acquisition, comme je fais du Facebook Ads ou du Google Ads», c'est pareil. Et ensuite, ce que j'ai commencé à voir, j'avais beaucoup de mal à comprendre pourquoi des très grosses boîtes de com aidaient des entreprises, des multinationales, en leur faisant créer des vidéos a priori intéressantes et en mettant plein de pubs dessus, jusqu'à ce que je comprenne qu'en fait c'est pratique pour changer l'image d'une entreprise. Quand tu es, une grande entreprise, une banque par exemple, qui a une mauvaise image, faire une petite campagne de publicité, enfin une campagne de vidéo d'abord, qui redore un petit peu l'image de la marque et ensuite mettre plein d'ads pour que beaucoup de perdus tombent dessus, ça aide à changer l'image d'une entreprise. On n'est pas du tout sur de la vente directe ni quoi que ce soit, on est plutôt sur un truc, long terme et eux, comme ils n'arrivent pas à aller chercher de l'organique, ils peuvent utiliser la pub pour ça, mais c'est des énormes budgets de toute façon. Donc et c'est les 2 seuls cas où je trouve que l'Ads est vraiment intéressante sur YouTube. Mmh. Tous les autres cas où j'ai vu, c'était pas rentable, ou alors, si le dernier cas éventuellement, c'est quand vous avez un business model avec des clients qui ont des très hauts tickets, des Mmh. des des gens qui payent très, très cher derrière. Pour Et aller donc là, choper ça du peut valoir rendez-vous. le coup de payer 1 000 €, 1 000 € d'ads pour éventuellement récupérer, 1 ou 2 prospects, au final à la fin du funnel. Parce que vous savez que vous allez peut-être avoir des tickets à 10 000 derrière en moyenne. Là, ça peut valoir éventuellement le coup, mais même là, faut que ce soit bien rodé quand même, quoi. Ok. Et après, Alexandre, juste pour terminer par rapport à ta question, qu'est-ce que je dirais à un entrepreneur qui veut pas montrer sa tête, qui ne veut pas s'investir sur YouTube et qui n'a pas le temps? Bah, je lui dirais: «Va pas sur YouTube». Oui, c'est de la longue traîne. Quoique, en préparant cet épisode, j'ai vu que dorénavant, l'algorithme de YouTube permet, d'avoir des vidéos de nouveaux créateurs qui créent des nouvelles chaînes YouTube et d'avoir des vidéos qui tout de suite ont, un reach très important et un nombre de vues, très important. Je me demande si c'est pas toi d'ailleurs, Sylvain, qui en parle dans une de tes vidéos, en prenant une créatrice américaine qui fait des vidéos sur la van life, donc le voyage en van, et qui tout de suite, sa première vidéo a fait 3 millions de vues. Bon, c'est assez particulier, hein, c'est ce qu'on appelle une licorne dans le YouTube game, mais Il apparemment y en a beaucoup. c'est possible. Il y en a plus qu'on ne croit en fait, des chaînes Ouais. comme ça. C'est pareil, il y a une fausse croyance qui dit que sur YouTube, il y a ce qu'on appelle la traversée du désert et que normalement on Ouais. doit publier pendant au moins 1 an ou bien jusqu'à nos 1 000 premiers abonnés avant que que le dieu Oui. algorithme daigne bien mettre en avant nos vidéos et c'est pas du tout vrai. On le constate très régulièrement, des chaînes qui dès la première vidéo cartonnent Mmh. ou la 4e ou 5e. On a eu un client nous qui était vraiment ce que tu décris, c'est-à-dire quelqu'un qui a envie de faire du YouTube mais qui sait pas comment faire, qui a jamais tourné de vidéo, qui est sur une niche très spécifique et cetera. Et à sa 5e vidéo, on a fait une vidéo qui a décollé les 130 000 vues, et qui lui a amené pas mal de business d'ailleurs assez directement pour le coup. Donc c'est tout à fait possible. Mais C'est c'est du simplement travail. qu'en général, la courbe d'apprentissage est longue et donc en Mmh. fait, c'est souvent ceux qui se lancent tout seuls et qui tâtonnent pendant très, très longtemps. C'est eux qui ont cette fameuse traversée du désert, mais c'est la traversée de leur courbe d'apprentissage en réalité, ça a rien à voir avec les algos de YouTube. C'est vrai que si on là aussi, je crois que c'est un exemple, que tu avais, donné, Sylvain. Alors là, c'est pas dans une de tes vidéos YouTube, mais dans un podcast que tu as donné cet exemple. L'exemple de MrBeast, qui est le plus gros youtubeur, du monde, qui pendant 1 an finalement avait, 700 abonnés, sur sa chaîne YouTube. Ouais. Par contre, il donne le conseil qu'à chaque vidéo, en fait, il essayait d'améliorer une chose et du coup, grâce à l'effet des intérêts composés, il va forcément, multiplier sur 700 vidéos. À la fin, c'est devenu, le plus gros youtubeur, du monde. C'est ça. Ça, Ouais, c'est alors c'est un MrBeast, exemple qui m'a évoqué. MrBeast, c'est vraiment lui, c'est un gars qui a Un charbonné pendant acharné. des années et en fait et encore une fois, hein, je reviens à ce que j'ai dit, il y a un moment, il a trouvé, bah, qu'est-ce qui faisait que les gens regardaient ses vidéos et restaient sur sa vidéo et en fait, je crois que la première vidéo qui l'a fait exploser, c'est un concept, bon, que je personne ne doit le faire, mais je crois que c'était de compter jusqu'à 1 million en live. OK. Je crois que c'est ça qui l'a fait Un truc exploser comme ça, oui. et en fait, après, il s'est dit: «OK, bah, en fait, ce que les gens veulent, c'est quelque chose de gros». Donc après, on est sur du YouTube divertissement, c'est pas ce qu'on fait, spécialement avec Sylvain, mais tout ça pour dire qu'au départ, encore une fois, le concept et le sujet de la vidéo
aide énormément. Celle qui a fait dès sa première vidéo, comme tu dis, 3 millions de vues sur la van life, j'en suis sûr que si on analyse sa vidéo, le concept est bon, le titre est bon, la miniature est bonne, tout l'enchaînement de la vidéo est bon, parce que des chaînes qui parlent de van, mais il y en a des tonnes depuis quelques années, et c'est pas pour ça qu'elles font toutes des millions de vues. Donc Ouais. encore une fois, voilà. D'ailleurs, donc Mathieu, tu as cité quelques ingrédients qui font le succès d'une vidéo, hein. Tu as dit le titre, la miniature, l'enchaînement des séquences. Voyez-vous d'autres ingrédients qu'il ne faut surtout pas négliger quand on se lance dans le YouTube? Est-ce que, donc vous avez parlé du son, bien sûr. Voilà, la niche, le sujet, l'angle qu'on va prendre, est-ce qu'on a d'autres choses? J'imagine qu'il y en a beaucoup, hein, mais Ouais, on n'a pas encore vraiment parlé de structure de vidéo, mais sur YouTube, il y a une structure de vidéo assez particulière, à laquelle on n'est pas habitué. Typiquement, c'est une structure dans laquelle on oublie complètement l'intro, on oublie complètement les présentations et en fait, il faut garder en tête que le titre et la miniature font partie de la vidéo, font partie de l'histoire. C'est-à-dire que quand quelqu'un clique sur un titre et une miniature, hem, ça veut dire que c'est un peu comme si on avait déjà engagé la discussion avec toi, Alexandre, et que tu m'avais dit: «Tiens, tu veux venir sur, mon podcast parler de la vente sur YouTube?» et que je t'avais dit: «Oui, OK, je veux venir», et donc je clique dessus. Et donc une fois qu'on démarre là la discussion, bah, on va pas commencer à dire: «Ah bah, bonjour, bah, moi c'est Sylvain, puis moi je suis Alexandre» et on se présente puisqu'on a déjà fait les présentations dans le titre et la miniature. Et ça, on le constate de plus en plus, les premières secondes sont cruciales, il faut rentrer vraiment tout de suite dans le contenu. Et donc ça, c'est voilà, niveau de base, vous commencez par le contenu, vous ferez éventuellement des appels à l'action plus tard, mais c'est pas le moment de se présenter. Et niveau supérieur après, c'est de commencer à s'intéresser au storytelling et à comment on emmène les gens dans une histoire avec un déroulé, avec des rebondissements. Et en fait, du storytelling, quand on commence à s'y intéresser, on se rend compte qu'il y en a dans tout. Vous avez, chaque jour, dans votre quotidien, vous avez 3 ou 4 histoires qui se sont déroulées, avec des rebondissements, des trucs, et cetera, et avec les bons termes et la bonne structure, vous pourriez raconter, 4 ou 5 histoires par jour. Donc ça, c'est des sujets qui sont passionnants, c'est génial parce que ça captive les gens et c'est des sujets sur lesquels on est encore en train de progresser. Nous, on n'est pas encore parfaitement, au point là-dedans. Il y a des gens qui sont spécialisés là-dedans, mais et ça, on le voit que sur YouTube, ça marche vraiment très, 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 très fort, les sujets avec des bons storytelling. ouais, sur le storytelling, il y a une vidéo de Stan Leloup de Marketing Mania qui explique, il prend l'exemple de certaines chaînes YouTube, Ouais. comment ces chaînes sont storytellées, et c'est assez intéressant. Il prend l'exemple, par exemple, encore une fois, d'un voyageur américain ou canadien qui va dans les grandes plaines, etc. Et on a l'impression qu'il se passe rien, mais en fait, c'est tellement bien raconté, Ouais. avec des rebondissements, etc. On que voit comme quoi il a pas le droit ouais, d'aller se garer, c'est ça, comme ouais. explique Stan, la plupart des vlogueurs auraient enlevé ce passage-là pour montrer que, les succès et la réussite de cet homme, alors que non, le but, c'est vraiment de montrer, bah, tout le cheminement et donc les obstacles. Mais voilà, comme le dit, Sylvain, c'est une structure qui est connue au cinéma et en fait, qui fonctionne aussi très bien sur YouTube. Les grandes sagas sont construites comme ça. C'est Ouais. c'est et on a eu la chance de recevoir le co-auteur de Marketing Mania, qui l'explique et qui met ça en application, dans les scripts. Donc c'est intéressant et effectivement, c'est la petite touche, supérieure, du game, YouTube. D'accord. Donc on a parlé de beaucoup de choses, hein, déjà, on arrive déjà à 40 minutes de live. Je me demandais, bon, vous avez donné plein de conseils pour se lancer, éventuellement, faire de l'Ads, pourquoi pas des shorts, du podcast avec YouTube, et pourquoi pas, travailler finalement avec des youtubeurs directement? Je sais que ça se fait énormément sur d'autres plateformes, hein, Instagram, maintenant TikTok, mais pourquoi pas, quand on est une marque, une entreprise et qu'on veut vendre un service ou une offre, et j'imagine que ça existe, on peut aller travailler avec un youtubeur. Quel est votre avis là-dessus, et quelles sont aussi là peut-être les bonnes pratiques ou les erreurs à éviter? Ça, je vais le prendre parce que, donc c'est ce qu'on va appeler le marketing d'influence, Ouais, qui est très, très présent sur YouTube. Alors moi-même, je suis totalement influenceur parce que j'ai une chaîne YouTube sur la photographie. C'est ma ouais, première chaîne YouTube qui date d'il y a 10 ans, pour laquelle aujourd'hui, j'ai pas une vidéo qui sort sur laquelle il y a pas de sponsor. d'accord. Donc c'est effectivement, on est complètement dans ce cadre-là et c'est un sujet qui m'intéresse beaucoup, qui me passionne en plus parce que c'est vrai que c'est, à la fois une source de revenus pour les créateurs, à la fois une super opportunité pour les entreprises qui sponsorisent des contenus, mais il faut pas le faire n'importe comment.
Donc ce qui est assez intéressant, c'est qu'on peut, aller sélectionner des gens qui partagent nos valeurs. Donc en fait, en gros, il y a plusieurs méthodes. Ça dépend un petit peu du budget que vous avez pour votre campagne et tout. Mais, soit vous allez chercher que des petits influenceurs, des micros, des nanos comme on les appelle. Et dans ce cas-là, vous allez avoir des communautés hyper engagées qui généralement convertissent bien. Parce que quand on est sur des petites communautés qui ont, allez, on va dire en dessous de 10 000 abonnés sur YouTube en tout cas, bah, c'est des gens qui sont encore, totalement en train de suivre le quotidien du créateur et cetera, qui vont lui faire confiance dans ses jugements et tout ça. Par contre, la difficulté, c'est une difficulté logistique, c'est que vous allez devoir en gérer peut-être 8, 10, 15, 20, essayer de faire en sorte que ça se croise pas trop sur la niche pour pas qu'un même viewer voit le même message sur 3 ou 4 chaînes différentes. Donc ça, c'est un peu compliqué. Et après, vous pouvez aller jusqu'à des très gros influenceurs qui ont des millions d'abonnés à leur chaîne, mais pour lesquels les taux d'engagement sont beaucoup plus faibles, les budgets vont être plus conséquents aussi, et cetera. Donc il y a tout un panel d'options. Et là, on parle même pas des formats de sponsor, c'est-à-dire qu'on peut faire, un petit sponsoring au début de la vidéo qui dit: «Bah, merci à la marque, machin truc, qui sponsorise cette vidéo et qui me permet d'aller faire un truc, qui n'a rien à voir». Ou bien après, on peut avoir de la vidéo dédiée, où là, par exemple, je vais tester, ce nouveau logiciel pendant cette vidéo pour vous montrer toutes ses capacités et cetera. Mais globalement, ce qu'il faut retenir derrière tout ça, c'est que la relation que crée un youtubeur avec sa communauté, c'est une relation qui est très proche de celle, je fais le parallèle entre c'est ce bon pote qui s'y connaît en. Donc moi, sur ma chaîne photo, je suis le bon pote qui s'y connaît en photo de 65 000 personnes aujourd'hui. Et donc quand une marque me contacte, elle veut avoir ce pouvoir-là de recommandation. Moi, je sais que j'ai ce pouvoir-là auprès de ma communauté, mais par contre, mon bien le plus précieux, c'est pas, le chèque que je vais toucher, mon bien le plus précieux, c'est ma communauté. Et donc ce que je veux absolument, c'est ne surtout pas faire un contenu qui n'apporte rien à ma communauté ou qui soit mensonger. Et donc par exemple, quand une marque me dit, «Voilà le script, voilà ce que vous devez dire», je leur dis: «Je ne travaillerai pas avec vous. Je veux pouvoir faire le contenu qui m'intéresse, je vais évidemment parler de votre produit, je trouverai au moins un point négatif à dire dessus parce que ça permet de crédibiliser le discours». Et donc, il faut être capable de mettre un peu de l'eau dans son vin et bien considérer quand on est une marque, quand on est une entreprise, que du marketing d'influence, c'est pas de la pub, c'est très différent. On maîtrise pas tout le message, mais c'est un message plus authentique, on va dire. On est plus dans la vérité et voilà, donc c'est assez puissant, mais il faut le faire de la bonne manière. Après, il y a des agences qui permettent aussi de gérer ça et de faire l'intermédiaire entre les influenceurs et les marques. Il y a des marques qui préfèrent le faire en direct, donc voilà, c'est des sujets, on pourrait en parler pendant des heures, mais c'est Un c'est autre assez épisode. puissant effectivement pour ceux qui veulent pas se lancer directement eux-mêmes sur YouTube et créer leur propre média. C'est une étape un peu intermédiaire, on va dire. Ouais. Tu veux ajouter quelque chose, Mathieu, là-dessus? Non, non, c'est Non. pas mon Ouais. domaine. Ok. C'est vrai que j'ai interviewé une agence d'influence marketing qui était plutôt spécialisée TikTok. Alors, ils font 80% du TikTok et 20% du YouTube. Et il m'expliquait notamment l'intérêt d'avoir des créateurs de contenu de niche. Mmh. Parce que pour Ouais. une marque, c'est peut-être plus intéressant d'aller travailler avec 10 petits créateurs de niche qu'un gros créateur où finalement ça va coûter très cher et le message peut être noyé dans la vidéo finalement du créateur. Et il m'avait donné un peu des ordres de prix entre la vidéo TikTok du plus petit créateur qui peut coûter 200 € pour une marque à la grosse vidéo sponsorisée par un gros influenceur qui peut coûter 50 000 €. Est-ce que sur YouTube, on est sur ces ordres aussi de fourchette ou ça peut aller bien plus loin Ça peut aller bien plus loin. Ouais, ok. En fait, c'est effectivement variable déjà par rapport à la taille de l'audience, par rapport à la régularité des vues qu'on va avoir sur nos vidéos. Il y a des chaînes YouTube qui vont faire 500 vues sur une vidéo, puis 10 000 sur la suivante, puis 400 pour la suivante. Donc là, c'est difficile pour la marque d'anticiper quelle va être l'exposition de son produit à l'audience. Et puis il y a des chaînes où c'est beaucoup plus régulier. Sur ma chaîne photo, on a au minimum à peu près 10 000 vues par vidéo. Donc ça, c'est rassurant pour les marques. Et après, effectivement, ça dépend du format. Si c'est juste un petit shoot-out au début de la vidéo, bah, on va facturer moins cher que si c'est une vidéo dédiée, qui va demander beaucoup d'efforts. Et après, ça dépend aussi de la niche, c'est-à-dire que sur des niches type finance, crypto, et cetera, c'est des prix qui sont hyper élevés. On peut avoir sur des chaînes qui font quelques milliers de vues sur des vidéos, on peut avoir des deals à 10 000 € sans trop de soucis et parfois ils sont déjà overbookés pour les 6 prochains mois, quoi. Mais à l'inverse, si je fais du divertissement ou si je suis sur une chaîne, une chaîne où il y a pas forcément de lien direct avec des produits, bah, ça va pour la même audience, on va faire des deals à 100 € ou 200 €, quoi. Donc il peut y avoir des très gros écarts. Pour ça que c'est difficile de savoir un peu quelle est la bonne gamme de prix.
Donc, c'est un calcul à faire pour voir est-ce que ça vous semble rentable. Il y a des outils pour ça. Il y a un truc qui s'appelle l'EMV, Earned Media Value, qui est évidemment imparfait, mais qui est déjà un bon point de départ, qui vous permet de voir à peu près la valeur que vous apportera une vidéo d'un influenceur en termes d'exposition, en termes de conversion, en termes d'engagement, etc. Et il y a des valeurs monétaires en face qui permettent de dire, en gros, bah voilà, sur cette chaîne YouTube-là, si je fais une vidéo sponsor, voilà la valeur à laquelle je peux attendre de récupérer. Et donc, je divise par 2 et je donne ça au créateur et c'est rentable, quoi. C'est un peu ça l'idée. Donc, Ok. ça, c'est un des outils qu'on peut utiliser, mais c'est un bon point de départ, je pense. Écoute, très intéressant. Il nous reste quelques minutes avant de finir ce live. Je vous propose de vous poser les questions de la fin que je pose à tous les invités. Là, vous êtes 2, donc je vous demanderai d'être concis dans vos réponses. Donc, première question, justement, on parle beaucoup de contenu. Est-ce que vous avez du contenu à partager aux auditeurs qui peuvent les aider à se lancer sur YouTube ou à progresser s'ils ont déjà un média sur YouTube? Tu veux qu'on balance Mathieu, mon vas-y. concurrent? Tu veux qu'on balance mon concurrent, c'est ça? C'est pas des livres, hein. Alors non, alors je pense que je vais faire ça concis. Je pense que pour aller sur YouTube, vous devez consommer du YouTube. Vous devez consommer du YouTube qui n'a rien à voir avec votre niche. Donc voilà. Tu as des chaînes comme ça, peut-être qui sont pas très connues, mais qui sont très intéressantes justement en storytelling ou en alors, montage. alors moi alors il y a des choses que j'adore, YouTube et la musique. Et les deux, ce que j'adore, c'est le contenu d'analyse. Et donc voilà, je vais vous donner une chaîne qui fait de l'analyse de chaînes et de mouvements de rap qui s'appelle Le Règlement. C'est un entrepreneur qui ne montre pas sa tête, qui fait des vidéos qui font des fois 30 minutes. Et voilà, j'adore ce type de contenu. Et je trouve que pour quelqu'un qui a envie de faire du contenu analyse dans sa niche, allez voir ce qu'il fait. Et le dernier que j'ai envie de donner, parce qu'il y a encore une vidéo il n'y a pas longtemps qui est sortie, c'est Simon Puech, qui est un youtubeur journaliste, qui a une vraie personnalité et un style de montage que j'apprécie. Mais encore une fois, voilà, consommez Ouais, du YouTube et faites-vous plaisir. c'est intéressant ça, d'aller voir effectivement des chaînes YouTube d'un sujet assez particulier qu'on n'aurait pas forcément naturellement par l'algorithme poussé à nos yeux. Donc écoute, j'irai voir Le Règlement et Simon Puech. Et toi, Sylvain? Ah, il y en a une que j'aime bien recommander. Alors, elle est en anglais. C'est une chaîne qui s'appelle Wirtual, W-I-R-T-U-A-L. Je crois que c'est un Suédois ou un Norvégien, qui parle d'un jeu vidéo qui est totalement obsolète depuis des années, qui s'appelle Trackmania, un jeu de bagnole. Alors, il y a des nouvelles sorties, mais peu importe. Lui, il parle de la version ancienne de Trackmania. Et chacune de ses vidéos dépasse le million de vues. En parlant d'un vieux jeu vidéo que la plupart des gens n'ont jamais entendu parler. Ok. Et en fait, quand tu démarres sa vidéo, 30 minutes après, tu termines la vidéo, tu te dis: «Je viens de passer 30 minutes devant une vidéo de jeu de bagnole que je ne connais pas». Et tu regardes les commentaires, tu as plein de gens qui disent: «Je ne comprends pas comment je viens de passer 30 minutes devant ce truc». Et c'est vraiment une leçon de storytelling, quoi. Vraiment, Ok. ce qui est intéressant, c'est que c'est un sujet qui ne t'intéresse pas au départ. Tu as quand même cliqué dessus, tu as quand même regardé 30 minutes de vidéo sur un sujet qui t'intéressait pas au départ. Et pour moi, c'est vraiment l'exemple parfait on peut aborder n'importe quel sujet sur YouTube à partir du moment où on arrive à intéresser les gens. On est suffisamment passionné pour les intéresser et on trouve un angle qui est suffisamment intriguant. Et c'est là où il y a les plus belles choses qui se passent sur YouTube, en fait, en vrai. Je vais prendre un autre parallèle, mais les communautés des chaînes YouTube de vulgarisation. Et bah, tu as des chaînes YouTube, je prends Nota Bene par exemple, qui fait de la vulgarisation historique. Il y a plusieurs millions de personnes qui suivent sa chaîne. Il n'y a pas plusieurs millions de gens qui sont hyper passionnés d'histoire en France. Il y a beaucoup de curieux. Et en fait, lui, il arrive à aller intéresser les curieux. Et c'est ça votre défi sur YouTube, c'est d'aller intéresser tous les curieux. Et sur n'importe quelle thématique, même la plus nichée du monde, vous pouvez même parler de plomberie si vous voulez. Vous pouvez faire demain une Ouais. chaîne YouTube qui peut atteindre 1 million de vues sur des vidéos YouTube de plomberie si c'est tourné sous un angle qui intéresse tout le monde. Et c'est ça qui est passionnant dans cette plateforme. Et ce qui est génial en plus, c'est que plutôt que de prêcher les convaincus, vous allez convertir des gens qui vont découvrir votre passion et qui vont dire: «Ah, merci de m'avoir fait découvrir ça». Et ça, il n'y a pas de meilleur sentiment que ça au final. Écoute, j'irai voir tout à l'heure cette chaîne sur ce jeu vidéo inconnu. C'est Comme très quoi, hein, intriguant. ah non, Ouais. mais comme quoi, Sylvain a raison, hein, voilà, on peut tomber sur des vidéos YouTube dont le sujet ne nous intéresse pas, mais voilà, la miniature, le titre et tout le reste de la vidéo fait qu'on reste et c'est ça la magie de YouTube, voilà. Moi, Ouais. je me perds dans les limbes de YouTube, Des fois, des trucs. ah ouais, avec Sylvain, on s'envoie des chaînes comme ça des fois à 1h du matin: «Tiens, regarde, oh!
Voilà, mais voilà. Laissez-vous Ok. porter par YouTube. Ok, bah écoute, on va aller voir tout ça. En termes d'outils ou de routines, vous, pour justement pour vous aider pour aider vos clients sur YouTube, vous leur proposez quoi? Même si tu l'as dit, Sylvain, au début de l'épisode, c'est pas une question de matériel, hein, c'est une question d'angle. Mais est-ce que, par contre, il y a peut-être un outil pour monter la vidéo, pour aller chercher des infos ou des routines simplement qui permettent d'avancer? Ouais, moi je dirais qu'il y a une routine qui pour moi est vraiment importante, c'est celle du tournage des vidéos. Parce que c'est souvent le point de blocage pour les entrepreneurs. C'est-à-dire que souvent ils ont des idées, ils vont avoir 10 fois dans la semaine un truc où ils vont se dire: «Ah ça, il faudrait que j'en fasse une vidéo» et souvent il leur manque, l'énergie et la motivation pour installer tout le setup, la caméra, la lumière, lancer le micro, se dire: «Je prends une demi heure» et cetera et donc plus ce setup est simple à mettre en place, Mmh. vraiment le côté c'est un bouton, j'appuie sur un bouton, on rêve tous d'avoir ça, moins on va se freiner de tourner des vidéos et de tester des trucs nouveaux. Et donc pour moi, c'est un vrai grand défi pour ceux qui démarrent, c'est de faire en sorte qu'ils aient un setup simple, qu'ils n'aient pas besoin de le ranger, par exemple. Si tu as une lumière, une softbox, bah, qu'elle puisse être dans un coin où ça fait pas forcément moche et que personne ne le voit. Le micro, il est sur un bras articulé, par exemple comme ici, là, je le range quand je travaille plus et hop, quand je veux tourner une vidéo, je l'amène là et c'est super facile. Donc vraiment d'avoir un setup qui est très rapide à installer, très rapide à ranger et qui a pas besoin de refaire tous les tests de son, de lumière, de trucs parce que sinon on se décourage très vite. Donc je dirais que c'est surtout ça pour moi le gros point de blocage. Ok. Mathieu? Non, j'ai pas d'outils à recommander, j'ai pas de hack, j'ai pas de en fait, il y a pas de malheureusement, il y a pas de secret dans YouTube. Je trouve très bien le conseil de Sylvain, j'adore ça, éliminer toutes les frictions, du tournage. Hem, le seul outil, ça reste YouTube, hein. Alors dernière chose et là je prêche pas pour ma paroisse, mais YouTube est la plateforme pour apprendre. Voilà, si vous voulez apprendre à faire des choses, allez sur YouTube. Allez sur Ouais. YouTube, tapez, ah et après vous irez plus loin, mais commencez déjà par apprendre sur YouTube. Ouais, mais c'est vrai que se lancer sur YouTube ou sur d'autres formats, ça permet aussi d'apprendre beaucoup de choses et moi, ce qui m'a mis un peu le pied à l'étrier, c'est finalement, d'avoir invité quelqu'un qui a fait beaucoup de business sur TikTok, alors que tu peux te dire, B2B, vente, TikTok, donc je me suis intéressé à la plateforme, j'ai commencé à faire quelques vidéos et en fait, de fil en aiguille, tu te mets un peu à faire du montage Mmh. et tu vois que c'est possible et finalement tu dis: «Beh, pourquoi pas aller sur YouTube?» parce que le montage me faisait peur, mais finalement je vois que c'est possible. Donc en fait, il y a plein de biais aussi pour, baisser les peurs et les frictions et tu l'as dit Sylvain, avoir son setup déjà installé, Mathieu, regarder d'autres chaînes YouTube, enfin tu vois? Il y a des passerelles comme ça, je pense, entre les différentes plateformes et les différents outils. Ouais. Ouais et de nos jours, les formats courts, c'est vraiment une bonne porte d'entrée. C'est Ouais. vraiment facile de faire des formats courts. On peut démarrer avec Ouais, son smartphone en se ouais. disant: «Bah, je vais d'abord dire ça, puis ensuite je vais faire un autre plan comme ça». On fait son petit montage sur le téléphone, et ça, les plateformes l'ont bien compris, hein, c'est pour ça qu'ils insistent autant sur les formats courts. C'est pour que tous ceux qui se sont dit depuis longtemps: «J'aimerais bien un jour faire des vidéos», bah, Ouais, qu'ils se lancent maintenant. Mais sur YouTube, on a cet avantage quelque part de dire: «OK et ensuite comment on convertit ça sur des formats longs?» parce que c'est ce format-là qui qui est va être intéressant. sur la rétention sur le long terme, c'est sur les formats longs. Ouais. Donc c'est là où YouTube a pas encore résolu complètement l'équation, comme disait Mathieu tout à l'heure de: «OK, on a créé une audience sur des formats courts, maintenant comment on les amène sur des formats longs?» mais ils ont bien conscience que c'est un souci, ils y travaillent, quoi. OK, très bien. Allez, il me reste 2 dernières questions. On va dire qu'il nous reste quelques minutes et puis, je vous laisse, aller sur YouTube. Quels sont selon vous les challenges ou les enjeux des prochains mois, des prochaines années pour YouTube? Gagner le format court. OK. Ouais, Sylvain? oui, complètement, Ouais. complètement. Gagner le format court et simplifier la création de vidéos parce que, Mmh. quand on a commencé YouTube il y a 10 ans, c'était l'eldorado parce que tu imagines, c'était super simple. Il suffisait d'avoir une caméra, une carte SD, mettre sur son ordinateur, faire du montage, faire une miniature et mettre sur YouTube et on pouvait parler au monde entier. Alors qu'avant, fallait, passer à la télé ou aller au cinéma. Aujourd'hui, c'est devenu hyper compliqué de faire ça. Aujourd'hui, par rapport à la simplicité des formats courts sur smartphone, faire des vidéos longues, ça devient un truc compliqué, Ouais. d'experts et tout. Donc comment ils vont réussir à baisser cette barrière pour les vidéos longues? C'est un vrai défi pour eux, je pense.
y a quelque chose quand même, on n'en a pas du tout parlé, mais on a quand même YouTube, la qualité des vidéos sur YouTube a quand même vraiment augmenté. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on regarde des vidéos YouTube, c'est une production quasiment de télé hein, qu'on a. Et du coup, pour les petits créateurs qui se lancent et qui, comme tu disais au début font des vidéos avec leur téléphone, etc., tout de suite, on va subir la comparaison quand même, hein. Et donc, TikTok a un peu cet avantage où il y a des vidéos cracra qui sortent et finalement, bon, ça dérange personne. Sur YouTube, est-ce que il n'y a pas ce phénomène un peu de les formats longs qui marchent, etc. Ça reste des formats de qualité quand même, où la qualité est quand même très visible. T'as une demi-heure devant toi ou quoi, Alexandre? Oui, on va relancer la question à la fin. C'est le danger de la comparaison. C'est-à-dire Ouais. que quand on ne s'est pas vraiment beaucoup plongé dans YouTube, on voit que ce qu'il y a à la surface. Et à la surface, il y a des vidéos qui font plusieurs centaines Des de gros milliers de vues, créateurs, des ouais. millions de vues, qui sont produites par des équipes de 10 personnes derrière, comme effectivement des productions télévisuelles. Et ce qu'on ne voit pas, c'est tous ces petits îlots de passionnés. Et c'est là que ça se passe le business. C'est là qu'il y a beaucoup de choses intéressantes à faire. Des petites Ok. communautés de 1000, 2000 personnes qui partagent une passion et un projet commun. Et là, il y a des vidéos qui sont souvent beaucoup moins bien construites, mais qui marchent très très bien. Et qui nous rassurent en tant que créateurs en se disant: «Ah oui, ça peut quand même marcher comme ça». Voilà, on n'est pas obligé d'être tout de suite dans des super productions. Donc sortez du milieu du divertissement, allez Ouais. voir des niches très spécifiques et voyez un peu ce qui ressort et ça vous rassurera un peu. Aujourd'hui, il y a des créateurs sur YouTube, des entrepreneurs qui ont juste un téléphone portable, un micro, un montage qu'on pourrait appeler dégueu, voilà, qui font du business. Encore une fois, le matériel, le montage dynamique avec plein d'effets spéciaux, c'est pas ça le plus important. C'est ce qui va nous permettre de monter les prochaines marches de l'échelle, mais tout en bas, le plus important, c'est vous et votre contenu. Oui, et puis exactement. Et Sylvain, tu as dit, tu as une communauté de 1000, 2000 personnes. C'est vraiment la théorie des 1000 fans que j'affectionne beaucoup, hein, de Kevin Kelly, qui explique qu'il faut véritablement 1000 fans pour vivre de son contenu. Ouais. Alors lui, il prend l'exemple de la musique, mais ça peut s'appliquer à YouTube si vous avez le bon sujet, la bonne communauté qui vous suit, et ensuite la bonne monétisation aussi qui va derrière. Tout à fait. Dernière question pour vous, messieurs, si vous pouviez inviter quelqu'un sur ce podcast, ce serait qui? En français ou en anglais? Tu peux me citer en anglais. J'ai pas encore lancé le podcast en anglais, mais bon, ça va me donner des idées. Alors juste parce que moi j'aime beaucoup, c'est quelqu'un qui est sur Twitter. Je suis 3-4 personnes sur Twitter, mais en tout cas, si je devais rencontrer quelqu'un, si tu devais rencontrer quelqu'un pour YouTube et tout, il s'appelle Jay Alto. OK. C'est un spécialiste des miniatures, YouTube OK. et voilà. Très bien. Est-ce Si qu'il tu a une arrives à l'avoir, chaîne tu est-ce qu'il a non, une non, non, chaîne il a YouTube sur les sur les non, non, miniatures de même pas. YouTube? J'adorerais qu'il en fasse une, mais c'est la petite OK, pépite que j'adore suivre. d'accord. Et toi, Sylvain? Moi, je vais rester très classique. Je vais te dire Shubham, si tu ne m'as pas OK. invité déjà. Non, pas encore. Parce que en termes de vente, ils testent des trucs très très différents en permanence. Ils tentent des trucs qui n'ont jamais été faits, qui ont des résultats assez surprenants. Et rien que pour cette démarche d'innovation continue sur la façon de vendre ou de faire de l'acquisition et tout, c'est passionnant de discuter avec lui. Donc je te le conseille. C'est vrai que sur la création de contenu, il y a un phénomène qui est encore plus exacerbé hein, avec les formats courts, c'est que finalement, beaucoup de gens copient ce qui marche. Et donc, on se retrouve avec des posts LinkedIn qui ressemblent à tous les posts LinkedIn qu'on voit, des vidéos TikTok qui ressemblent à... Et ça devient parfois un peu fatigant. Et c'est vrai que les personnes qui innovent, qui osent innover dans le format, Ouais. parfois remportent le morceau de l'attention. Mais écoutez, merci messieurs, merci Sylvain, merci Mathieu pour ce live, c'était très instructif. On est arrivé à 1 heure d'interview, donc c'est parfait. Je vous ai dit, on essaye de limiter à 1 heure. Où est-ce qu'on peut vous contacter si jamais on veut travailler avec vous? Alors, tout simplement sur nos LinkedIn respectifs, Sylvain Ok, Lepoutre et Mathieu Garmer. Et nous avons donc pour Sylvain une chaîne Le Coin des Youtubeurs que je vous recommande. Et depuis maintenant quelques mois, nous avons donc le podcast Code de YouTube que vous pouvez retrouver sur YouTube et sur n'importe quelle plateforme de podcast. Voilà, donc tout est là-bas. ok. Bah écoute, Sylvain, tu veux ajouter quelque chose ou c'est bon? Bah non, C'est c'est bon? bon, il C'est a parfait. le pitch. Nickel. Il est rodé, c'est bon. Bon, ouais, merci encore pour la disponibilité. Et puis, cet épisode sera disponible sur le podcast et sur YouTube également, puisque j'ai écouté vos conseils d'ici quelques semaines. Allez, à bientôt tout le monde. Merci Alexandre, ciao. Bye.